Comment ça va la santé? Rapport. Eh ben viens, on va te soigner. Six premiers. Alors dès maintenant ça tourne, donc vous êtes tout à fait libre de ne pas répondre à ce que vous ne voulez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de questions-réponses de cette quatrième volée de Sécurité de campagne. Pierre-Yves, comme d'habitude, se fait un plaisir de répondre à vos questions. On tient tous, au nom de Pierre-Yves et du Cercle, à vous remercier pour vos excellentes contributions. Le succès du Discord est vraiment très encourageant pour nous. Continuez à aller sur le Discord, continuez à échanger entre vous, à alimenter les questions. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Alors c'est parti pour une première question de Skywalker qui te demande, Pierre-Yves, si maintenant qu'il y a un rapprochement et une liste unifiée, on le rappelle donc sous la bannière de Nicolas Dupont-Aignan, avec le soutien de Florent Philippot, les Patriotes et Charles-Henri Gallois et Génération Frexit, est-ce que tu aurais peut-être eu vent d'un rapprochement ou de quelque chose avec François Asselineau et l'UPR? Très difficile à dire. Moi déjà, j'espère que l'attelage va se conserver entre les Patriotes, Génération Frexit et Nicolas Dupont-Aignan. Alors, moi, je vais soutenir cette alliance de toute façon, ce qui n'engage pas la totalité du cercle. Hein. J'ai des hommes du cercle qui sont dans la campagne Zemmour, j'en ai d'autres, j'en ai même au front, encore. Là, pour le coup, je les outerai pas parce que ce serait peut-être pas sympa pour eux, etc., etc. Bon, donc, moi, je pense qu'il faut forcer le camp national français à respecter la parole de souveraineté. Et pour cela, il faut travailler à l'union. Et je pense que la première étape, c'est l'obtention pour tous du financement public. C'est le but de ces législatives. Voilà. J'aimerais beaucoup que l'UPR nous rejoigne. Je pense que ce ne sera pas le cas. Et ce ne sera pas le cas pour 4 raisons principales. La première, c'est que François Asselineau est retourné, de toute évidence, à ce sur quoi son talent est indiscuté, qui sont ses commentaires intellectuels de haute volée sur la situation internationale. Je pense que personne ne peut prendre Asselineau pour un rigolo. Personne. À ce niveau-là, personne. Bon. Et donc, il fait lui-même ce qu'il appelle une contre-campagne. Et je ne suis pas certain qu'il veuille rentrer dans une alliance après. Point 1. Point 2, la culture politique de l'UPR n'est pas une culture de l'alliance. Plusieurs partis ont essayé, le MPEP avec Jacques Nikonov, plusieurs autres, et ça s'est toujours mal passé. Ils ont une tendance assez raide qui fait que l'alliance est difficile. Troisièmement, la présence de Charles-Henri Gallois, parce que entre Charles-Henri et Asselineau, il y a une histoire que je commenterai, que j'ai pas à commenter, qui ne me regarde pas. Contrairement à ce que j'avais lu sur des trucs complotistes, mais complotistes tendance, disons, que je qualifierais de pseudo-national, pro-islam, tu vois cette tendance-là, qui m'avait accusé d'avoir participé à la scission de l'UPR. Je peux dire aujourd'hui, et certains en témoigneront, que j'ai fait partie des gens avec mon petit frère Idriss Aberkane, parmi les plus écœurés de cette situation. Où il est vrai, je connais une partie non négligeable des protagonistes. Mais pourquoi je les connais? Parce que j'ai presque 20 ans de maison. Donc si tu veux, je connais beaucoup de gens dans le milieu national, oui. Moi je fais partie des meubles. Hein. Bon. Un meuble désagréable, je te l'accorde, mais un meuble quand même. Bon, voilà.
Et le dernier point, c'est que je pense que François Asselineau a une vie politique où il a déjà été dans une alliance de partis qui s'est mal passée, ou du moins dont il a un souvenir traumatique, qui est le RPF. Le RPF, donc Pasqua-Villiers. Donc je pense qu'il n'a pas envie de réitérer. Je pense que dans un parti où il n'est pas en position de responsabilité, c'est-à-dire ce qu'il a été à l'UMP, ce qu'il a été au RIF, il a eu une expérience très acide de ça, particulièrement de l'UMP où il a terminé dans un placard, parce qu'il posait de vraies questions et que l'UMP est une machine à ne pas penser. Donc un homme intelligent dans un parti politique, c'est une cible. Et dans certains partis politiques, c'est une cible immédiate, parce qu'il y a des partis qui ont la culture de la bêtise. Le Rassemblement national, malheureusement, pas ses militants, pas ses cadres intermédiaires, mais son état-major, ça c'est très net. Et malheureusement, les partis de droite, d'un point de vue général, sont quand même des moules à cons. Bon. Je vais vous donner un exemple. Là, nous parlions tout à l'heure de l'affaire de McKinsey Gate. Eh bien, il faut bien comprendre que tout le monde hurle après Macron pour le McKinsey Gate, sauf les Républicains. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux-mêmes un agent de Pfizer à la tête, qui est le Jupéen Maël de Calan. Personnage que je vous invite tous à suivre, parce que sa nocivité fera qu'il ira loin dans la vie, ce petit, hein, parce que, je le dis sincèrement, si vous voulez, pour ceux qui connaissent cette histoire magnifique qu'on lisait quand on était enfant, qui est de Kipling, sur l'histoire de la mangouste et l'enfant. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Rikiki Kitavi. Ça vient de Kipling, c'est l'histoire d'une petite mangouste. Je la raconte à ma fille, ça a donné lieu à un dessin animé superbe, avec la voix d'Orson Welles, tu vois. Et qui, dans le conte, protège toute une famille contre une invasion de serpents qui avait lieu dans leur plantation aux Indes. Comme tous les romans de Kipling, c'est un roman de l'Angleterre coloniale. Et à un moment, la petite Riki tue un serpent tout petit, mais qui est le plus dangereux de tous, qui s'appelle Gareth, qui est un serpent des sables. Et si tu veux, Maël de Calan, c'est Gareth. Méfiez-vous de Gareth. Donc, le grand problème qui se pose à nous, c'est que l'intelligence et l'analyse ont du mal à passer dans la politique opérationnelle. Moi, si vous voulez, j'ai fait les deux, moi. J'ai fait des campagnes et j'ai fait de l'analyse. Il faut éviter de faire les deux en même temps. C'est souvent des choses qui s'annulent. Et malheureusement, je pense que, en plus, malheureusement, et ça vaut pour l'UPR, mais ça vaut aussi pour la campagne Zemmour, l'utilisation massive de gens très remontés sur Internet qui attaquent tout le monde dans le camp national pour dire, si tu veux, pour faire des campagnes qui sont pas du harcèlement, mais moi, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Moi, je vois des gens qui me disent pourquoi Philippot ne s'est pas mis à quatre pattes quand il est sorti du front, n'a pas renoncé à ses mandats et n'a pas demandé pardon. Philippot était avant vous dans le camp national pour 99% d'entre vous. Philippot a fait plus pour le camp national que 99% d'entre vous. Donc, chacun reste à sa place, voyez. Moi, Philippot, je l'ai vu débuter dans le camp national. Et encore, si on comptabilise la période chevènement, il y était avant moi. Mais moi, je l'ai vu débuter au Front National, et je dois dire que... Et quand il est parti du front, c'est très simple, moi j'y étais. J'ai jamais été dans le front, mais moi j'ai assisté en direct à son départ depuis les arcades du Parlement européen. Il a pris tous les gens qui savaient lire et écrire. C'est simple. Y compris aux échelles régionales. Ce qui est resté, bon, à défaut d'écrire, au moins ils ont fait des dessins. Et au Conseil régional du Deux-France, ça s'est terminé dans une croix gammée faite avec du riz. Bon.
Chacun a les coutumes qu'il peut. Hein. À Tahiti, c'est des fleurs et au Gud, c'est ça. Bon, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Mais bon, moi, ça a changé pour toujours ma définition du riz de la mariée. Hein. Je le dis clairement. Bon, or, malheureusement, je pense que ça restera un statu quo entre les autres et Asselineau. Je le regrette, mais je pense que si. Je pense que ça restera un statu quo. De toute façon, il y a eu trop d'échanges de dureté, de méchanceté. Des militants ont appris à se détester. Et ça, c'est une vraie catastrophe et que nos chefs ont impulsé, en le voulant ou non d'ailleurs. Mais quand les bases se détestent, c'est problématique. Merci Pierre-Yves. Alors, deuxième question de Durgral, qui reflète évidemment l'intérêt que beaucoup de gens pour Zemmour. Je pose donc la question de Durgral. Zemmour ne pourrait-il pas servir malgré tout le mouvement souverainiste en démontrant, après un éventuel quinquennat, que toutes les mesures souhaitées pour ces élections ne pouvaient être appliquées sans Frexit, et en faire donc un candidat de transition? Alors, on va être très simple. Si on est d'accord, je vais reprendre cette hypothèse. Si c'est le cas, ça voudra dire que lui, il aura plié et il n'aura rien fait. Donc il sera universellement haï. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus sortir et que nos idées sont mortes pour 30 ans. Donc, il aura prouvé qu'il n'est pas possible sans Frexit, mais nous n'aurons plus de base sociale parce que plus personne n'osera dire « j'aime la France » en public. Plus personne. Parce que nous aurons été un parti comme les autres. Alors tu me diras « ouais, t'y vas fort, etc. » Non, non. Je te rappelle que ce qui fait que la gauche est morte en France, c'est l'effet à rebours de la trahison de 83. Si on fait ça, on aura le même destin que le Parti socialiste. On n'est pas en Italie ici, où tu peux avoir un faux parti, ce qui est devenu la Ligue, et raconter des conneries, et être porté pendant des années alors que plus personne n'y croit, parce que tu es en face d'un système parlementaire. La France, c'est pas ça. Tu vois ? Donc, malheureusement, la vraie utilité de Zemmour, c'était de tuer Marine. Il n'y est pas arrivé, donc voilà. C'est dommage, hein, je le regrette, hein. Mais malheureusement, il a tout fait pour ne pas y arriver, aussi, il faut être honnête. Déjà, mais on tirera le bilan, parce que je ne veux pas énerver les gens. On tirera le bilan avec les données. Voilà, comme ça, chiffre à l'appui pour départager. Alors, pour continuer dans la politique fiction, on a retrouvé ça auprès de plusieurs contributeurs, dont FSE et Tueur Boom Beach. Pensez-vous que ces élections présidentielles pourraient se dérouler comme dans la troisième et dernière saison de la série Baron Noir? Donc on rappelle que dans le scénario de Baron Noir, entre les deux tours de la présidentielle, la présidente sortante se voit inclure dans un scandale tellement énorme que le Conseil constitutionnel doit invalider le scrutin et reporter l'élection. Penses-tu, Pierre-Yves, que cela puisse arriver? Non, pour une raison, c'est que c'est donner au Conseil constitutionnel, un courage qu'il n'a pas, deux, une honnêteté qu'il n'a pas. Non, aucune affaire n'est assez lourde pour faire tomber un homme politique en exercice en France. Ou alors, faut qu'il assassine sa maîtresse, faut qu'il vide un demi-chargeur dans la cour d'un lycée. Enfin, non. Malheureusement, non. Et le pire, si tu veux, c'est qu'en plus, je suis désolé, Baron Noir, on va être honnête, Baron Noir, c'est un mix de Dominique Strauss-Kahn, de Julien Dray ou d'autres autres. Mais le personnage de base, c'est Julien Dray. Et le mec qui a écrit la série, c'est l'un des anciens lieutenants de Dray. Donc, il le sait aussi bien que moi, sinon mieux. Merci Pierre-Yves. Alors, autre bon client pour ces élections, et je trouve que c'est plutôt de bonne aloi d'avoir beaucoup de questions autour de la figure de Mélenchon. Question de Paul Delaville. Est-ce qu'après ces élections et le départ de Mélenchon, Pierre-Yves, tu crois possible la constitution d'une force politique souverainiste, alors je cite vraiment texto ces mots, socialiste communiste, et selon toi, avec qui et dans quelles conditions? Alors, moi, ce qui m'apparaît, autant que je les connaisse,
Je pense que... Alors le problème, c'est que le national souverainisme de gauche est un courant intellectuel qui n'a pas encore trouvé d'incarnation politique autre qu'une partie du discours de Mélenchon. Faisons l'état des troupes. On va être honnête, tout ce qui quadrille autour de Mélenchon est euh, woke. Ça, tu vois, c'est représenté, ça, plus les barbus, les indigènes, les machins, par le trio de la mort, donc Coquerel, euh, Clémentine Autain et autres baltringues, et bien sûr Daniel Obono. Bon, très bien. En face, quand Mélenchon va partir, je pense que Corbière et donc euh, Madame Garrido, elle partira avec son homme et Corbière partira avec Mélenchon. Déjà par fidélité, je l'ai toujours dit. Corbière a une qualité, c'est que c'est un des seuls hommes politiques vraiment fidèles que je connaisse. De là, presque en être gênant, hein, parce que ça fausse l'analyse. Euh, un homme très important à mes yeux, qui est pour moi un des plus grands intellectuels français, m'avait dit un jour, tu sais, Corbière, c'est un gentil con. Heureusement que Mélenchon s'énerve rarement après lui, parce que si à un moment de colère, le personnage étant colérique, hein, il lui dit oh tu m'emmerdes, saute par la fenêtre, il n'aura pas le temps de se raviser que Corbière sera déjà en bas. Donc elle est pas de moi, hein, elle est pas de moi, elle est pas de moi. Mais je ne cafterai pas. Je ne suis pas un journaliste de gauche, je ne dénonce personne. Donc le- et donc il reste qui? Ruffin et Poil de Carotte. Catenan. Le rôle de toute l'amicale, comment dire, postmoderniste, c'est-à-dire le woke à poil ras et le barbu à poil dur, euh, ça va être de mettre la main sur Ruffin, ce qui est très possible, parce que Ruffin, avant tout, même s'il a énormément de qualités, est quelqu'un qui, premièrement, n'est pas du tout à l'aise avec les sujets régaliens, pas du tout à l'aise avec la souveraineté, qui à la rigueur est à l'aise avec les sujets sociaux, mais il fait pas le lien. Et c'est pour ça que Fakir, c'est moins bien que Rupture. Tu vois, si vous voulez un vrai journal de gauche qui pense, lisez Rupture. Fakir, c'est gentil, mais bon, ça va pas suffisamment loin. Et de l'autre côté, et ça va être un vrai problème, c'est que Ruffin, en plus, n'a pas le mental d'un chef. C'est quelqu'un qui est... tous ses proches qui l'aiment beaucoup disent bien qu'il est cyclotimique, qu'il est semi-dépressif, etc. Face à des gens qui sont une clique qui vient du NPA, qui sont des mecs qui sont habitués à pourrir tout ce qu'ils touchent, je vous le dis tout de suite, baissez la garde, avoir un instant de faiblesse, vous êtes mort. Parce que contrairement à ce qu'on pense, Daniel Obono, oui, elle vient de la bourgeoisie, je crois, c'est béninoise ou sénégalaise, peu importe. Mais c'est pas l'agent de l'Afrique, hein, Bono, c'est l'agent du NPA. À la rigueur, en partenariat avec Boutedja, et Boutedja, elle, c'est une agente de l'Algérie. Bon, très bien. Or, le problème, c'est que toute cette tendance d'intellectuels qui déjà ont des melons assez lourds, ce qui est le cas de Farah, ce qui est le cas de Porcher, oui, il y a de quoi créer une tendance. Je vais vous donner un exemple. Il y a même un mec pas trop mal qui les a rejoints, qui est l'économiste Liam Nock, je crois, qui est l'ancien économiste alternatif de gauche, qui était député européen, qui était un mec bien, qui vient de se rendre compte que l'euro est une saloperie, c'est déjà pas mal. Et moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai plus confiance pour la gauche dans la génération qui vient encore après ces gens-là. Ce qui est pas bon signe, parce que cette génération-là, elle va mettre 5 ou 10 ans à, tu vois, à prendre les mains, à prendre le pouvoir avec les mains. Je penserais beaucoup plus à des gens type, ces rôles des gens type Tatiana Ventose. Tu vois, parce que elle a plus l'âme d'une politique. Tu vois, parce que les intellectuels organiques de cette gauche souverainiste, je les vois.
D'ailleurs, c'est des gens de bonne facture. Hein. Porcher, c'est un mec intelligent. Hein. Bon, Farah, c'est un mec intelligent. Hein. Mais je les vois pas. Et autour de qui? Je pense que de toute façon, et je pense que ces rôles, je penserai particulièrement plus encore à Katenen qu'à Ruffin, l'un des deux va devoir choisir le retour de la nation à gauche définitivement. Ils vont pas avoir le choix. Parce que si tu veux, ou alors Georges peut transformer l'essai, je le souhaite. Pour lui et pour nous tous. Mais je pense qu'il n'arrivera pas à remettre la main facilement sur les débris de la France insoumise. Après, et ce qui me fait dire Poil de Carotte, c'est que Poil de Carotte, c'était un proche de Kuzmanovic à la base. Faut jamais l'oublier. Mais comme Corbière. Hein. Mais le problème de Corbière, c'est que Corbière a été le fils spirituel de Mélenchon par défaut. Faut jamais l'oublier. Le véritable dauphin politique de Mélenchon, c'était Delapierre. Bon, Delapierre est mort, je crois, d'une tumeur au cerveau. Mélenchon, ça là, d'ailleurs, je renvoie toujours à cette vidéo extraordinaire de Mélenchon qui fait l'éloge funèbre de Delapierre, vous n'allez pas le reconnaître. Mais un Mélenchon au bord des larmes, vous n'allez pas le reconnaître. Amis, laissez François son messager vous montrer des chemins qui vous y mènent. François, comme nous sommes désemparés et sidérés. Mais malheureusement, tous ces gens-là, tous les proches de Delapierre, à commencer par la mère de ses enfants, hein, qui est prof de droit public, et qui était de cette ligne-là à la France insoumise, ont été virés par un homme dont on ne dira jamais assez de mal, qui est Monsieur Bompard, donc pas Bompard de côté Fache-Hollande, Bompard côté France insoumise, qui est aujourd'hui qui est député européen. Bompard est celui qui a vendu à Mélenchon cette histoire à dormir debout, comme quoi les banlieues allaient vous sauver. C'est-à-dire, tu vois, là Mélenchon est à 15. Il est toujours pas revenu au rang de 2017. Toujours pas. Pourquoi? Parce que là, il enclenche le vote utile. Tu as remarqué qu'il ne fait plus de dérapage ni anti-français, ni anti-blanc, ni anti-catho, quoi. Rien du tout. Là, il redevient petit à petit le Mélenchon qu'il a été. Le problème, c'est qu'un, c'est trop tard, je pense. Et deux, il va falloir qu'enfin ils choisissent. Parce que, je le dis, aussitôt Mélenchon défait, les woke, tout ça, vont le tuer. Et s'il est élu, parce qu'il peut être élu, on ne sait jamais, il est dans la marge d'erreur. Là, il faudrait beaucoup. Hein. Mais admettons, la première chose qu'il doit faire, c'est alors, vu le format des Bompard, au Bono et autres, je dirais plutôt que ce serait une soirée des petits canifs. Tu vois, tu vois, voilà, c'est plutôt une soirée des petits canifs. Mais il va pas avoir le choix. Moi, de toute façon, on va être très clair, si la France insoumise devient uniquement l'anti-France, c'est-à-dire les immigrés plus les woke, c'est un parti qui ne fera plus jamais plus de 10%. Donc il n'y aura pas assez de bouche à nourrir. Et je pense que Katenen, Corbière, etc. seront liquidés s'ils ne frappent pas les premiers. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris avec les créatures du NPA et les indigénistes, c'est qu'il n'y a jamais de paix possible avec ces mecs-là. C'est pas le genre de la maison. Voilà. Merci Pierre-Yves. Alors, autre question qui pourrait être un peu considérée comme de la projection politique-fiction, question de Frigolo. Est-ce que, si on imagine que Macron est élu, est-ce que finalement il ne pourrait quand même pas subir un revers aux législatives et donc devoir composer avec une cohabitation et ou au moins lui interdire d'avoir une majorité nette? Est-ce que pour toi, Pierre-Yves, ce serait un scénario qui serait plausible? Je suis d'accord. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est... Faut pas oublier une chose. Il y a encore une décrue de la mobilisation citoyenne entre la présidentielle et les législatives. Les législatives ne sont plus une élection aimée des Français. Donc malheureusement, c'est les vieux qui vont y aller, et les vieux vont assurer
le binôme En Marche républicain, parce qu'une partie des républicains ralliés par la Sarkozy vont emporter le parti dans des désistements mutuels. Alors à ce moment-là, vous allez avoir pas une scission des républicains, mais malheureusement, Wauquiez, lui, va se replier avec ses hommes pour commencer la reconquête du parti. Hein, il l'a dit lui-même dans une phrase qui, sincèrement, il y a eu César, il y a eu Patton et il y a Wauquiez, quoi. Je prendrai le parti, quoi qu'en pense ce bip de Bertrand. Et ben là, tu vois, tu as vraiment il y a ce côté, tu vois, général américain, les yeux bleu azur, regardant vers l'horizon depuis la Savoie et disant demain à l'aube. Mais malheureusement, je crains que Macron ne puisse pas être défait aux législatives si jamais il est élu, parce que le scénario de la législative qui retourne la présidentielle n'est jamais arrivé dans le suivi de nos institutions. Il est fait pour. Nos institutions sont faites pour éviter ça. Donc je pense que ça va être quand même plus compliqué. Mais admettons, si nous avons l'intelligence, et nous aurions dû l'avoir depuis le début, tout simplement de nous partager le territoire. Tout simplement. Entre différentes factions, là, nous pouvons faire beaucoup de mal à la Macronie. Mais je pense que le grand gouvernement central va jouer sur la division des oppositions, et lui-même, eh bien, il va nous... disons, se désister entre républicains ralliés et marcheurs pour, tu vois, maintenir l'extrême centre. Je le crains. Autre question de Félicien Michel. Pierre-Yves, le thème de l'éducation me semble très largement sous-estimé pour le moment dans cette élection, et pourtant ce sujet est essentiel. Est-ce que, Pierre-Yves, tu pourrais peut-être un petit peu donner ton avis sur la question? C'est évident, surtout que les données sont assez terrifiantes. Les données sont assez terrifiantes. Mais là encore, alors, parce que l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. C'est ce qu'il y a de plus long. C'est simple. Des gamins qui doivent être reformés, rééduqués gentiment, hein, bon. C'est extrêmement long. Donc moi, à titre personnel, ça me fait assez peur. Je reconnais. Ça me fait assez peur. Qu'on ne prenne pas suffisamment ça au sérieux, mais le problème, c'est que, je l'ai souvent dit, relisez l'école fantôme de Robert Heidegger. Le problème de l'école, c'est que quand vous ne savez pas comment maintenir du sens dans la société, ça sert à rien de penser l'école. L'école n'a de sens que pour former un certain type d'hommes et d'individus. Nous sommes d'accord. Soit vous formez l'honnête homme de la Renaissance, vous formez l'homme des Lumières, vous formez les bataillons scolaires de Gambetta qui doivent former le nationaliste qui a fait 14, l'école des humanités qui a fait des Jean Cavaillès, etc. Là aujourd'hui, l'école, elle est faite pour quoi? Pour former des mecs qui oscillent entre Lexomil et Spritz, parce qu'en plus, ils n'ont même pas de goût pour un véritable alcool, en disant ouais, tu vois, moi je suis la right hand de mon N-3 pour être dans un rapport win-win avec le client pour que celui-ci ne nous challenge pas, pour ensuite lui donner des services de la best quality pour pouvoir obtenir de lui qu'il maintienne son
son abonnement pour que nous puissions toujours réparer sa machine pivot de l'open space. Ah bon, t'es quoi dans la vie? Je suis réparateur de machine à café. Valoriser son personal branding sans jamais rater sa cible. Oh merde, pardon, j'ai raté. C'est pas grave, désolé. laisse tomber. Tu comprends le problème? C'est que si l'école c'est fait pour donner un faux savoir, pour avoir accès à un faux métier disons, te retirera la saveur de la vraie vie juste pour que tu sois un matériel humain biodégradable, ça ne sert à rien. Point. C'est pour ça que personne ne veut parler de l'école. Personne ne veut parler de l'école. On devrait parler que de ça, hein. Je te rappelle quand même que nous avons surinvesti des études de médecine parmi les meilleures du monde pour avoir, malheureusement, une élite de toubibs corrompus et d'universitaires à tout faire. On devrait parler que de ça, hein, après les 2 ans de merde qu'on vient de vivre. Nous avons été trahis par l'alma mater, trahis par l'université, trahis par le corps médical, par une partie non négligeable du corps médical, qui a abandonné le meilleur des siens en race campagne. On devrait parler que de ça. T'as remarqué? Pas d'école, pas d'hôpital. Et je l'avais dit, pourquoi? Parce qu'on a pactisé avec ça. On a pactisé avec le choix de Macron d'avoir comme thème la peur. C'est-à-dire que lui, il a dit la peur de tout le monde, la peur du populisme, la peur des gens qui... la peur des terroristes. Tu sais, les terroristes, ces gens qui, à chaque fois qu'ils passent, crient « Jean-Mimi, Jean-Mimi ». Et donc, tu vois, la peur des sans-dents qui n'ont rien, mais qui veulent te mordre quand même, hein, et qui sont prêts à traverser la rue pour te mordre. Tu vois, donc... Et de l'autre côté, nous, au lieu d'attaquer dans le bilan, on a attaqué dans la peur. Hein, particulière peur, la peur de Mouloud. Bon, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est, tu vois, comment dire, c'est, on a fait des suites et des suites et des suites, après Massacre à la tronçonneuse, après Vendredi 13, après Souviens-toi l'été dernier, fais gaffe à Mokhtar. Bon, donc, tu vois, Mouloud, et tu vois, si tu veux, Mouloud, c'est comme Candyman, tu te dis 3 fois, il apparaît derrière moi. Mais, non mais, on a pactisé avec ça. Donc évidemment, il n'y a pas de sujet de fond. Tu te rends compte que ça fait 2 ans qu'on a appris, excuse-moi, qu'on a appris que dans des pays développés comme la Grande-Bretagne, et Boris Johnson est en train de mettre bon ordre à tout ça, mais lui-même est tombé de sa chaise, ce que je comprends. Au tout début de ce qui est arrivé, on a fait des essais thérapeutiques sur les patients à des taux, si tu veux, dépassant les 100%. C'est-à-dire que tous les patients recevaient des essais. Ce qui t'explique l'hécatombe du début de l'Angleterre. Pourquoi? Parce que depuis Tony Blair, eh ben c'est la grande pharmacie qui paye les fins de mois de l'hôpital. Au secours! Au secours! Et je suis pas certain... Tu vois, je vais te donner un exemple. Là, tu as eu un livre qui est sorti, qui a choqué tout le monde, sur les EHPAD. Et particulièrement, je crois, sur l'entreprise d'EHPAD Ofra ou Opra. Moi, à titre personnel, je peux dire que quelqu'un qui m'est lié par le sang est inspectrice d'EHPAD. Je peux dire qu'elle m'a raconté des trucs qui sont pas imaginables. Où on a dépassé de très loin la malveillance. On a dépassé de très loin la maltraitance. On va plutôt dans la non-assistance à personne en danger, voire dans certains cas, dans des actes qui frisent les actes de torture et de barbarie. Or, théoriquement, c'est nos parents, hein. Bon, tout le monde s'en fout, pas grave. Mais, tu vois, et nous avons accepté que rien ne soit traité en termes de fonds. Nous l'avons accepté. Eh bien, ça vaut pour l'école, ça vaut pour l'hôpital, ça vaut pour l'armée. La seule chose, c'est, la peur. Et au jeu de la peur, Macron est le meilleur. Hein. Donc voilà, je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est qu'on refuse. Et d'un côté, là, pour le coup, je demande pardon par rapport à mes équipes.
Nous, on n'a pas assez traité le thème de l'éducation au cercle, mais aussi parce que des gens qui analysent réellement, nous, on l'avait traité avec Briguelier à une époque, mais par exemple, la meilleure intellectuelle là-dessus, c'était Liliane Lursa, je crois malheureusement qu'elle nous a quittés, c'est à vérifier. Euh, et moi, j'ai beaucoup de respect pour les profs, une partie non négligeable des miens en sont, mais je veux des gens qui soient capables de m'analyser ce qui se passe. Tu vois, je ne veux pas de gens qui fassent juste des témoignages de profs, tu vois. Donc, parce que moi, j'ai un peu enseigné dans le collège et là, surtout un peu dans le supérieur, je vois qu'il y a des problèmes, oui. Ils font 3 fautes d'orthographe par phrase. Ils ont un vocabulaire qui est égal à celui de Nicolas Sarkozy, soit 250 mots. Monsieur, pourquoi c'est marqué avant JC? Bah, c'est Jésus-Christ. Ouais, enfin, faudrait peut-être faire une nouvelle datation. Je sais, tu veux la dater avant quoi? Bah, je sais pas. Avant Ave CH. Ah bon? Ouais, avant Cyril Hanouna. Et donc, qui est d'ailleurs pas finalement Charles a raison. C'est pas un mauvais bougre en soi. Je l'ai vu engueuler encore une speakerine qui voyait des nazis partout, parce que c'est drôle. Mis à part en Ukraine, on en voit partout. Hein. Tu vois, tu te croirais dans ce film-là, tu sais, où le mec, il met des lunettes, il voit OB, etc. C'est quoi? C'est pas New York 1997 ou un truc comme ça? Obéis. Les envahisseurs, bah là, on revient dans la campagne Zemmour. Hein. Marcel Vincent les a vus. Marcel Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé un soir alors qu'il revenait d'un meeting politique aux alentours de Marseille. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, Nardin Pétant. On peut vous aider? Tout court? Et bonjour, monsieur Vincent. Donc, il les a vus. Mais, tu vois, mais si tu veux, tu vois, t'as la connerie de gauche, mais t'as la connerie de droite qui est de dire tout est de la faute des élèves. Tout est de la faute des élèves, et à la fin, tu termines comme certains pédomanes qui écrivent facilement qu'il ne faut pas que finalement les Français fassent plus d'enfants, car ça ne fera que des analphabètes en plus, qui ne pourront pas ni avoir des châteaux, ni conjuguer l'imparfait du subjonctif, ni se faire grand remplacer. Donc voilà, c'est... Je suis d'accord avec toi, mais on a échappé et c'est normal. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Moi, je voulais mettre en face les gens des différentes équipes pour mutualiser les équipes techniques. Au moins, s'il n'y avait pas de débat entre nos chefs, puisqu'ils ne peuvent pas se blairer, au moins faire des débats entre les gens qui, par exemple, toutes les équipes qui s'occupaient de la question hospitalière. Ça n'a pas été possible. Mais peut-être qu'il est temps aussi d'avoir un think tank souverainiste. Nous y pensons, mais un think tank au sens, là pour le coup, rémunéré. Parce qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Ce que fait le... Tu vois, le cercle fait de l'éducation populaire. Le think tank doit créer des données, évaluer, Alors nous, on crée du contenu, mais on ne crée pas de données. Tu vois ? Tout simplement parce qu'on n'en a pas le temps. Mais peut-être qu'il faut y réfléchir, et si d'autres veulent y réfléchir avec nous, la porte est ouverte. Bon, ben, messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, bon retour, hein, au revoir, messieurs. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.